Alors, Éric, cette semaine, le premier ministre du Québec, François Legault, a questionné en chambre à quoi ça sert le bloc? À quoi ça sert le bloc? Il y avait un contexte, bien sûr, mais je trouvais ça quand même assez intéressant d'un ancien ministre du Parti québécois d'éterrer une question que bien des fédéralistes et bien des Canadiens anglais, je reçois encore cette question-là. À quoi sert le bloc? Et une question qu'on se posait il y a, 30 ans. Alors, mais il y a des rumeurs, je ne pense pas qu'elles sont sérieuses, mais d'élections fédérales, peut-être anticipées. Et c'est à savoir si le NPD va continuer de soutenir le gouvernement. Est-ce que le Bloc pourrait soutenir le gouvernement libéral? Donc, je pense qu'on va parler de ça cette semaine. Il y a aussi, bien sûr, je veux présenter mes chiffres pour le Québec, la mise à jour Québec 125. Mais d'abord, parlons du fédéral un peu, Éric. Qu'est-ce que tu as pensé des derniers jours? Est-ce que le gouvernement fédéral pourrait tomber ce printemps? C'est possible. Je m'en doute toujours. Je pense que l'NPD va avoir une raison ou une autre pour continuer de donner leur appui au gouvernement Une crise de Justin conscience. Trudeau. Oui, c'est ça. On a déjà vu cette semaine que Jagmeet Singh a dit qu'il voit un peu de progrès sur l'enjeu Assurance les médicaments. médicaments. Oui, Ouais. c'est ça. Donc, je pense pas qu'il va y avoir des élections ce printemps ou même cet automne, mais on verra. Je trouve ça drôle de voir François Legault qui attaque le Bloc un peu. C'était un parti il a endossé Oh mon Dieu. dans les dernières élections fédérales. Et peut-être c'est pas une mauvaise chose pour Yves-François Blanchet parce que la CAQ et François Legault est moins populaire que le Bloc Exact. québécois ces jours-ci. Exact. Et c'est étrange parce que la montée du bloc en 2019, oui, bien sûr, il y a eu l'arrivée de François Blanchet, mais j'ai couvert cette élection-là et j'ai suivi les chiffres tout au cours de l'année. Lorsque Yves-François Blanchet est arrivé au bloc, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Et c'était vraiment les paroles de François Legault pendant la campagne fédérale qui ont soutenu le bloc. Je me rappelle d'avoir écrit une chronique pour Maclean's avec des chiffres pour l'appuyer qui disait Riding on the coattails of the CAQ. C'était le bloc québécois qui suivait le chemin qui avait été tracé par la CAQ avec ses batailles avec le fédéral. Alors, un retour du balancier que le bloc maintenant voit son cousin provincial, le Parti québécois, premier dans les sondages. Dans plusieurs sondages. Premier dans la région de Québec, qui est très cher à François Legault. Je pense que c'est... je me rappelle pas d'un premier ministre québécois qui va si ouvertement questionner... Même Jean Charest, de mémoire, n'avait pas fait ça en chambre, de questionner la présence du Bloc. Et, bon, évidemment, c'était pas des amis, Gilles Duceppe et Jean Charest, mais ils sont dans des parlements différents et donc... mais la CAQ tire tout ce qui bouge au niveau fédéral ces temps-ci. Hein. Mais C'est une c'est quoi la énorme cible. stratégie? C'est quoi la stratégie pour François Legault? Parce Ben, qu'il y a beaucoup de bloquistes parmi l'électorat caquiste, ou en moins dans le effet. passé, c'était le cas. Oui. Euh, Ça va impressionner qui au Québec que François Legault attaque le Bloc parce que il partage beaucoup des électeurs. Ça fait longtemps qu'on a eu des sondages là-dessus. En fait, je sais que Léger fait souvent un croisement fédéral-provincial. Je ne me souviens pas de l'avoir vu dans le dernier sondage Léger. Mais en effet, il y avait environ un tiers des caquistes qui appuyaient le bloc au niveau fédéral. Mais de mémoire, ce sondage-là précédait la chute de la CAQ. Hmm. Et la chute de la CAQ, elle s'est matérialisée avec quoi? Avec une hausse du Parti québécois. Alors, probablement que si on vérifiait les chiffres présentement, Éric, il y aurait beaucoup moins de bloquistes parmi les caquistes. Je pense que le diagramme de Venn de ces deux partis-là se croise un peu moins. Et en fait, la relation s'est vraiment brisée. C'était en mars 2022, c'était avant l'élection québécoise, quand Yves-François Blanchet était venu faire campagne dans Hmm. Marie-Victorin pour l'élection partielle pour le Parti québécois. Bien sûr, la CAQ a remporté cette élection partielle-là. Mais quand même, Yves-François Blanchet est allé faire du porte-à-porte avec le Parti québécois. Et à partir de ce moment-là, c'était comme, OK, c'est terminé, vous travaillez contre nous. C'est ça que la CAQ disait, le Bloc a travaillé contre nous. Alors, il n'y a pas...
il n'y a pas beaucoup d'amour, je crois. Je ne sais pas à quel point c'est constructif, bien sûr, mais bon, la politique étant ce qu'elle est, c'est pas toujours constructif, ce que l'on voit devant les écrans, n'est-ce pas? Oui. Tu as mentionné les rumeurs des élections, parce Oui. que c'est toujours une possibilité quand c'est un gouvernement minoritaire, mais pour le Bloc québécois, est-ce que c'est un risque d'aller aux élections? Parce que si on voit que François Legault est contre le Bloc québécois, et on sait que beaucoup de Québécois sont contre François Legault, peut-être ça va aider le Bloc. Et si on regarde le contexte avec les sondages, Oui. c'est les conservateurs qui sont en hausse au Québec, les libéraux en baisse. Les sondages, il y a pas un consensus à ce que si le Bloc est dans une meilleure position, une pire position qu'en 2021. Mais il y a peut-être 3 sièges au Québec où les conservateurs peuvent gagner, qui sont maintenant détenus par le Bloc. Mais je pense qu'il y a plus que 3 sièges où c'est le Bloc qui pourrait gagner des sièges qui sont détenus par les libéraux maintenant. Il n'y a pas vraiment de siège libéral-conservateur au Québec, du moins pour l'instant. À moins qu'on ait une énorme surprise dans l'ouest de Montréal ou à Laval ou peut-être Gatineau, mais ça serait vraiment, vraiment étonnant. Et ce n'est pas ce que l'on voit dans les chiffres présentement. Moi, je regarde Trois-Rivières, Beauport, Limoilou, et c'était quoi l'autre? Un autre de la région de Québec. Montmorency, ouais, peut-être, ouais. Je veux dire, c'est le nouveau nom du comté de Beauport, Côte-de-Beaupré, etc. Les chiffres que nous avons eu de Léger, le gros échantillon que nous avons eu de Léger au début de février, Éric, nous montre que le Parti conservateur était en avance dans la région de Québec. Je pense que c'était 38 %. Je devrais avoir ces chiffres-là devant moi, mais c'était 38 %. Et avec 38 %, si on exclut le centre-ville, je ne pense pas qu'une circonscription comme Louis Hébert pourrait facilement basculer aux conservateurs, surtout si M. Ladbound des libéraux se représente, quoi qu'on ne le sait pas. En effet, il y a quelques sièges au plus qui sont accessibles pour les conservateurs. Sauf, attention, si les conservateurs ne sont pas autour de 20-22 %, mais plutôt 24, 25, 26 %, attention, nous pourrions avoir quelques surprises. Les conservateurs pourraient grimper à plus que 15 sièges et la première victime de la hausse des conservateurs au Québec serait le Bloc québécois. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a vu autant de chicanes sur Internet. Oh mon Dieu, les va-et-vient sur Twitter entre Yves-François Blanchet et puis Poilievre. Je veux dire, c'est le genre de choses que je trouve un petit peu insupportable quand les politiciens le font, de n'importe quelle couleur, mais ça a fait beaucoup réagir. Yves-François Blanchet est quelqu'un qui a le sang chaud, n'est-ce pas? Et ne se gêne pas pour répliquer du tac au tac. Alors, pendant ce temps-là, les libéraux au Québec ne font pas vraiment de bruit. Les sondages nous indiquent qu'ils sont en légère baisse depuis la dernière élection. Et tu as mentionné, est-ce que le Bloc a un avantage s'il y avait une élection hâtive? Peut-être, mais l'avantage ne serait pas énorme à moins que le Bloc sorte une campagne extraordinaire de leur chapeau. Je ne vois pas de vague. Les meilleurs sondages pour le Bloc sont autour de 34-35 %, ce qui est marginalement plus élevé que lors de la dernière élection. Pour le Bloc. Ouais. Le Bloc avait eu 33 % du vote. Mais si les libéraux sont en baisse de 3-4 points et le Bloc québécois en hausse de 2 ou 3, ça commence à faire des effets assez énormes côté des sièges. Entre les libéraux et le Bloc, dans la grande région de Montréal, dans les cantons de l'Est, dans la Gaspésie. Et je ne sais pas si, pour Yves-François Blanchet et le Bloc québécois, un gouvernement majoritaire de Pierre Poilievre est une si mauvaise chose que ça. Côté je sais politique, où tu t'en vas. Au niveau provincial. Je sais où tu t'en vas avec ça. Oui, c'est ça, parce que pour l'NPD, ils ont beaucoup d'influence avec Justin Trudeau et les libéraux. Oui. Mais Blanchet et le Bloc québécois, ils n'ont pas vraiment utilisé leur poids aux chambres de communes très souvent. Et on ne sait pas s'il va vraiment faire quelque chose. On a vu sur Tout le monde en parle, Yves-François Blanchet a dit que c'était pas dans le ADN de le Bloc québécois de soutenir un gouvernement du Parti libéral du Canada. Exact. Écoute, je me souviens de 2005-2006. Et c'est pas...
ce n'est pas un précédent qui est absolu, dans le sens que ça ne veut pas dire que c'est déjà arrivé, que ça va arriver encore, mais je me souviens de l'élection de Stephen Harper et à quel point, avec un bloc fort à l'époque, à la suite du scandale des commandites, et à quel point bien des souverainistes disaient ouvertement Stephen Harper qui est chef à Ottawa, Stephen Harper qui est premier ministre à Ottawa, c'est excellent pour le mouvement souverainiste. Ça va relancer parce que le Québec va rejeter ce type de conservatisme. Et ça n'est pas arrivé. Et ça n'est vraiment, vraiment pas arrivé. Le Bloc a été fort dans les premières élections. 2006, très fort. 2008, très fort. Et après ça, devinez quoi, il s'est effondré en 2011. Alors, est-ce qu'un Pierre Poilievre, comme premier ministre majoritaire au Canada, pourrait par la bande aider le Parti québécois à la prochaine élection? Peut-être, ça ferait un très bon adversaire, n'est-ce pas? Ça ferait un très bon ennemi. Mais je pense que ce n'est pas faire attention aux précédents. Ce n'est pas à cause que tu n'aimes pas Pierre Poilievre que tu vas nécessairement te ranger du côté des partis souverainistes au Québec. Ça pourrait arriver, mais il se base sur quoi là-dessus? Il n'y a pas de sondage qui démontre ça, et certainement les précédents ne pointent pas vers ça. Alors, je sais pas, c'est intéressant, mais élection anticipée, je veux dire, je suis toujours en faveur de plus d'élections, bien sûr, je suis biaisé là-dessus, mais si vraiment le NPD devait tirer la plug sur ce gouvernement-là, et en plus ne pas appuyer les libéraux pour le prochain budget, ça place le Bloc avec la balance du pouvoir, et le Bloc pourrait très bien dire « on aimerait savoir une élection en fin mai, début juin », et soudainement, surprise, on a une élection, une campagne qui commence avec les conservateurs presque 20 points d'avance sur les libéraux. Et ça, on verra. Et pour le Bloc québécois, le financement, ça a l'air que ça va assez bien. Donc, c'est pas les mêmes calculs pour l'NPD. Mais oui, je pense que l'NPD est beaucoup plus apte de plier devant les libéraux que le Bloc québécois. Donc, ça donne... C'est beaucoup de pression pour Jagmeet Singh. Est-ce que s'il décide de retirer son appui pour le gouvernement, il peut pas compter sur le Bloc québécois de sauver les sièges de l'NPD en Colombie-Britannique ou dans le nord de l'Ontario. Il va y avoir des néo-démocrates sans siège s'il y a une élection en 2024. Et quand tu dis sans siège, S-A-N-S, sans siège, n'est-ce pas? Oui, exact, pas... Ouais. Est-ce que... J'aimerais te parler brièvement, Eric, de la dernière projection que j'ai effectuée pour le Québec. Et j'ai des questions parfait. À propos de la projection. Si tu me permets de faire une petite préface, et les gens ont demandé mais d'où sort cette projection? Je n'avais pas mis à jour la projection après le sondage léger. J'étais très occupé avec mon travail au cégep et j'écrivais des chroniques pour l'actualité. Et je me suis dit, je vais attendre quelques jours, et quelques jours s'est transformé en presque 2 semaines. Et donc, finalement, la semaine dernière, je pense que c'était le 18 février, donc oui, la semaine dernière, donc j'ai mis à jour la projection pour le Québec. Parti québécois en tête, bien sûr, 32%. Les 2 derniers sondages indiquent 32%. Donc, la projection est maintenant montée à ça. 59 sièges en moyenne pour le Parti québécois. Donc, minoritaire, mais avec un intervalle de confiance quand même assez large. Donc, beaucoup d'incertitudes. Et d'où vient cette incertitude? Elle vient du fait que le PQ et la CAQ sont des vases communicants en termes d'électeurs et de sièges. L'incertitude des autres partis est très étroite, mais c'est le PQ et la CAQ. Mais je t'écoute, tu as des questions pour moi par rapport à ça? Oui, à toi 2 questions. Premièrement, pourquoi le PQ a descendu en bas de le territoire majoritaire? Qu'est-ce qu'il y avait dans le sondage de Léger qui a produit ce résultat-là? On s'entend, la baisse du PQ est encore à l'intérieur de la marge d'erreur de la projection. Ça a baissé, mais pas beaucoup. Je pense que j'avais combien? 65, je crois, et c'est descendu à 59. La raison, c'est que Palace Data, le premier sondage qui a été publié en janvier, avait la CAQ à 21%. Alors que Léger, 10 jours plus tard, avait la CAQ à 25%. C'est seulement un écart de 4 points. C'est pas énorme, mais 4 points dans la zone payante. 4 points dans une pente extrêmement abrupte de sièges par vote, qui est le cas pour le PQ, qui est le cas pour la CAQ, pas pour les autres partis.
Alors, vraiment, c'est le fait que la CAQ a légèrement remonté et que le PQ est resté stable. En regardant les découpages régionaux, les deux sondages disaient essentiellement la même chose, mais accordaient une avance un peu plus modeste au Parti québécois dans les banlieues de Montréal et en région. Surtout à Québec, c'était presque identique. Puis dans le 514, on n'en parle pas. Alors, vraiment, c'est ça la différence. C'était que Léger 25, Palace 21, on fait une moyenne pondérée des deux. Je pense que je tenais 23,8, quelque chose comme ça. Donc, on a arrondi à 24. Et ça fait que la CAQ remontait quelque peu. Et il ne suffirait que de quelques points de plus si le PQ reste à 30 ou 32% et que la CAQ remonte à 27. Oh, là, soudainement, ça ferait un bond en siège assez important parce que le PQ et la CAQ jouissent d'un vote très efficace. Deuxièmement, ma deuxième question. En 2018 et en 2022, surtout en 2022, un siège caquiste était un siège avec des francophones dans les banlieues, dans les régions et dans les villes moyennes. Oui. Mais quand le CAQ est à 21-25%, c'est quoi un siège caquiste maintenant? Ce sont les mêmes sièges, mais enlèvent la région de Québec. La CAQ je ne dis pas que ça peut pas revenir, mais la région de la capitale nationale, la CAQ a perdu 20 points par rapport à l'élection. Et si tu perds 20 points et la vaste majorité de ces points-là s'en va au même parti, dans ce cas-ci, le Parti québécois, parce que les libéraux ne sont pas en hausse, les conservateurs ne sont pas en hausse, Québec solidaire n'est pas en hausse. Donc, la CAQ serait encore un parti largement de banlieue et de régions, mais pas toutes les régions comme c'était le cas à l'élection 2022. Les régions plus traditionnellement péquistes, on parle le bas du fleuve, la Gaspésie, la Côte-Nord. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est intéressant parce que la CAQ a tellement eu des bons résultats dans la région, mais c'est encore une région traditionnellement au Parti québécois. Alors, je dirais, il y a un terme que mon ami Alec Castonguay utilise pour les régions plus éloignées. Ils appellent les régions ressources. Ceux qui sont, les mines, la forêt, la pêche, les régions ressources, traditionnellement, sont plus au Parti québécois, alors que si on se rapproche du centre du Québec, de la Mauricie, du 4-5-0, c'est encore caquiste. Mais la carte a légèrement changé, en effet. Mais tu sais, des sièges, par exemple, comme à Arthabasca, dans le centre du Québec, à la limite des centres du Québec et des cantons de l'Est, ça fait longtemps que... Même l'ADQ gagnait là, à l'époque. Et donc, ça fait longtemps que ça ne va ni libéral, ni Parti québécois. Moi, j'ai hâte de voir les banlieues plus nantis de Montréal. Si on regarde la médiane du salaire des ménages, les Montarville, les Blainville, ce sont des banlieues, oui, mais des banlieues où les revenus des habitants est plus élevé que la moyenne québécoise. Et ça a voté CAQ très, très fort dans les deux dernières élections. Alors, est-ce que c'est le genre de banlieue qui pourrait rester à la CAQ, qui ne ferait pas le saut au Parti québécois, même si le PQ serait en avance dans le 4-5-0? Donc, c'est là que les données démographiques peuvent être intéressantes et aussi, bien sûr, l'historique, très important. Ouais, OK. Bien, c'est toutes mes questions, mais je trouve ça intéressant de voir que la CAQ était au moins en troisième place dans les sièges. Parce que je crois que la dernière projection, c'était... Ouais. Donc, c'est une énorme différence comme politique, même si la différence au côté des sièges, comme c'est 10 sièges, c'est pas beaucoup de sièges, mais si c'est la différence entre être le troisième parti à l'Assemblée nationale et le quatrième ou cinquième parti. Oui, exactement. Hey. Non, il demeure pas moins, par exemple, et je veux dire, les caquistes avec qui je discute régulièrement n'ont pas disputé mes chiffres. Il reste pas moins que j'ai en moyenne 20 sièges pour la CAQ et ça serait une chute de 70 sièges par rapport à l'élection. Il reste que c'est massif. Et donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment François Legault va diriger au cours de l'année 2024. Il n'a jamais dirigé comme premier ministre en étant à l'arrière dans les sondages.
Alors, c'est une nouveauté et cette semaine... Il commence à s'habituer après quelques mois. J'imagine, sauf que j'ai hâte de voir comment il va se rétablir, parce que là, cette semaine, il est arrivé à une conférence de presse avec une banane, une pomme et une orange dans les mains pour dire aux journalistes à quel point qu'on compare les pommes et les oranges et les bananes. Je veux dire, je sais pas qui conseille le premier ministre sur ça, mais je sais pas, c'est un peu infantilisant. Et donc, il faudrait rappeler à l'équipe de François Legault qu'on n'est plus en COVID, où est-ce que il y avait le père de la nation, Papa Legault, qui faisait son annonce à tous les jours, qui était regardé quasiment religieusement. On est sorti de ça, là. Et donc, lorsque tu es rendu au milieu de ton deuxième mandat, tu ne peux plus compter sur la faiblesse de tes adversaires nécessairement. Tu dois dire aux gens pourquoi ils doivent continuer de t'appuyer. Alors, et le Parti québécois est encore juste à 4 sièges. Je veux dire, il est fort dans les sondages, mais il est encore loin. Il y a beaucoup de croûte à manger au Parti québécois. Ils vont avoir besoin de beaucoup de personnel, d'une équipe. La CAQ a encore son équipe de sortie de vote. Alors, l'élection est loin. En fait, j'ai compté, je pense que c'est 955 jours. Juste ça, 955 jours avant la prochaine élection québécoise. Fait que je pense qu'on peut prendre un grand respire et relaxer un peu. Veux-tu passer aux questions? Oui, nous avons des bonnes questions. Et là, je rappelle, bien sûr, à ceux qui nous écoutent présentement, vous écoutez un de nos épisodes qui est public. Et si vous voulez devenir membre du balado, les chiffres et en anglais The Numbers, vous pouvez vous inscrire sur Patreon. Nous allons bien sûr vous fournir sur les réseaux sociaux l'adresse à laquelle vous pouvez vous inscrire. Et en vous inscrivant, vous pouvez nous envoyer des questions, des idées de sujets, des idées pour les quiz aussi. Nous avons des fidèles membres qui participent à la page Discord et sur laquelle il y a des très belles discussions politiques. Tout le monde est poli, tout le monde est gentil jusqu'à maintenant, on est bien content. Et ça, dans les deux langues. Il n'y a pas juste de l'anglais, il y a aussi du français. Alors, passons aux questions de nos auditeurs. Je vais commencer, Eric. ASAQC sur Discord nous demande: est-ce que ça pourrait aider le PLQ, le Parti libéral du Québec, si un politicien francophone hors du Grand Montréal, comme par exemple le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, devient son chef? Éric, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu répondrais à ASAQ? Je pense que la réponse est oui. C'est important pour le Parti libéral d'avoir des chances d'avoir des gains dans les régions, dans les autres coins du Québec et pas juste sur l'île de Montréal. Donc, la réponse est oui. Ça ne peut pas nuire au parti. Je ne sais pas si... Quand c'est un ancien maire ou mairesse, il y a toujours la possibilité qu'il y a des... je ne sais pas en français, mais en anglais, un peu de baggage côté politique, mais... Je pense que pour le Parti libéral, ils n'ont pas besoin vraiment un autre chef de Montréal. Je vais faire l'avocat du chef ici. Ils n'ont pas besoin... L'avocat du chef, qu'est-ce que je dis là? C'est une joke de François Pérusse. L'avocat du diable. C'est une joke de Pérusse, ça, l'avocat du chef. Ça paraît-tu que je suis allé au restaurant hier? Je vais faire l'avocat du diable ici, Eric. C'est vrai que ça serait mieux si le prochain chef du Parti libéral n'était pas de Montréal. Oui, ça semble évident. Sauf que je vais répondre aussi à notre ami ASAQ qu'il doit quand même se faire élire quelque part. Le PLQ n'aura pas une remontée de 30 points soudainement ou de 20 points soudainement comme le Parti québécois parce que ces genres de remontées-là sont très rares. Le PLQ doit avoir un plan sur 2 élections. Le PLQ ne gagnera pas en 2026. Ça n'arrivera pas. Il doit viser d'avoir une remontée, d'abord de retour à la respectabilité et ensuite peut-être espérer le pouvoir en 2030 si, bon, bien sûr, c'est majoritaire, peut-être avant ça. Alors, M. Lehouillier, qui est à Lévis, les libéraux ne gagneront pas dans la région de Québec. Les chiffres sont trop horribles. On parle de 5-6% des électeurs de la région de Québec. Même les électeurs caquistes déçus de la CAQ ne sont pas retournés aux libéraux, ils sont retournés au Parti québécois. Alors, s'il y a un potentiel chef du Parti libéral du Québec ou un potentiel candidat à la chefferie qui est intéressé, qui nous écoute, dis pas que tu vas aller, je sais pas moi, à Roberval comme l'avait fait Philippe Couillard parce qu'il venait de là. Dis pas que tu vas aller en région de Québec. Non, va-t'en dans une région au moins où est-ce que c'est plausible que tu gagnes.
Si le prochain chef du PLQ se présente aux élections 2026 et perd son comté, c'est terminé. Il ne sera plus chef. Le PLQ ne tolérera pas ça. Alors, Gilles Lehouillier, est-ce qu'il est intéressant? Je veux dire, peu importe ce que vous pensez de M. Lehouillier, il a gagné facilement ses élections à Lévis. Le PLQ ne gagnera pas à Lévis. Alors, hors de Montréal, oui, mais au moins dans un endroit où est-ce que c'est plausible qu'un futur chef du PLQ pourrait l'emporter. Et là, bien sûr, la question suivante, c'est où ça? On reviendra à ça un peu plus tard. Oui, pour moi, je ne sais pas c'est quoi l'autre ville. Peut-être Gatineau, parle de ça, je ne sais pas. L'Outaouais, Laval, la Rive-Sud de Montréal, dans certains comtés. Je veux dire, l'Estrie, les chiffres du PLQ en Estrie sont horribles. Un chef de Sherbrooke, peut-être? Peut-être pas Sherbrooke comme tel. Ça fonctionnait mais dans le passé. autour de Sherbrooke, je veux dire, l'Estrie a eu des chiffres... Les libéraux ont eu des chiffres horribles en Estrie, mais au moins, historiquement, il y a une base. Ouais. Hey, ça fait longtemps que les libéraux ont gagné Lévis. Ça fait vraiment longtemps. En fait, j'y pense. On va rester dans la région de Québec. Jean-Michel Labbé, pour les élections fédérales dans la région de Québec, qui profitera de la faiblesse des libéraux. Ils ont déjà 2 sièges. Oui. Donc, Québec, qui va être nommé Québec-Centre dans les prochaines élections, c'est Duclos. Et Louis Hébert, Joël Lightbound, t'avais dit, on ne sait pas s'il va se représenter ou non. Ouais. Mais c'est qui est dans la meilleure position de gagner ces 2 sièges-là? C'est que, en fait, je pense que les sièges plus à risque de changer de couleur dans la région de Québec, ce sont les sièges bloquistes. Ce ne sont pas les sièges libéraux. Même si les libéraux sont en faiblesse. Je veux dire, M. Duclos à Québec, est-ce qu'il pourrait perdre? Il avait remporté, on a noté ça, il avait remporté sa circonscription. En fait, si on retrace la nouvelle circonscription, la transposition, il a gagné par 6 points contre le Bloc. Les conservateurs n'étaient même pas dans la course. Ils ont eu 18 %. Oui. Et c'est un siège en centre-ville. C'est difficile à croire que les conservateurs pourraient gagner un siège comme ça. Ça a voté Québec solidaire au niveau provincial. Donc, on s'entend, ça ne votera pas pour Pierre Poilievre au centre-ville de Québec. Mais moi, je pense que c'est les sièges bloquistes qui sont plus en danger. Parce que, oui, le Bloc, dans les sondages, généralement se maintient. Mais justement, il se maintient. Il ne s'est pas vraiment amélioré alors que les conservateurs semblent avoir gagné du terrain, particulièrement dans la capitale nationale. Alors, Louis Hébert pourrait changer de couleur si M. Ladban ne se représente pas. Je doute fortement de Québec-Centre, alors que Beauport-Limoilou et Montmorency-Charlevoix, je vois que ça pourrait être des sièges potentiellement en danger. Oui. Et tout le reste des sièges conservateurs dans la région de Québec, ils sont comme des châteaux forts. C'est solide. Oui. C'est très solide et c'est comme 10, 20, 30 points dans quelques comtés, je crois. Donc, Gérard Dettel ne perdra pas l'élection, on s'entend. Non. OK. Et on va rester avec les conservateurs. On avait cette question de Camille. Quel avenir politique pour Éric Duhaime? Intéressant. Dans les derniers jours, c'était Sébastien Bovet à Radio-Canada, à la radio de Radio-Canada, qui l'a mentionné. Il y a eu un sondage de la firme Palace Data, et bien sûr, j'ai fait affaire avec Palace Data. C'est un sondage qui, en gros, la question, c'était si Éric Duhaime devait transférer aux conservateurs fédéraux, qui serait le meilleur chef pour le Parti conservateur du Québec. Il y avait une liste de choix. Il y avait Adrien Pouliot, l'ancien chef, et il y avait quelques autres qui étaient candidats du PCQ aux dernières élections québécoises. On ne sait pas qui a commandé le sondage. Les journalistes à qui j'ai parlé ont creusé quelque peu. Ils n'ont pas trouvé. Ça ne semble pas être un sondage fait pour les médias, à moins que, je ne sais pas moi, Radio X sorte les résultats dans les prochains jours. On ne le sait pas. Et bien sûr, le sondeur et son client ont une entente de confidentialité, ce qui est tout à fait respectable. Je veux dire, j'ai fait affaire avec Palace, mais je ne connais pas les autres clients de Palace. Alors, ça se demandait qui voudrait dépenser quelques milliers de dollars pour faire un tel sondage. Est-ce qu'il y a eu entendu une rumeur qu'Éric Duhaime pourrait passer aux conservateurs fédéraux? Est-ce que les conservateurs de Pierre Poilievre seraient intéressés à avoir Éric Duhaime comme candidat aux prochaines élections fédérales? J'ai plus de questions que de réponses. Oui, c'est ça. Oui, exact, parce que Éric Duhaime, on sait, dans les baromètres
des personnalités politiques qui sont produits par Léger, Ouais. Éric Duhem est le figure politique le moins populaire au Québec. Et le Parti conservateur du Québec, dans les sondages, c'est 11-12%. C'est la moitié du Parti conservateur du Canada. Donc, est-ce que ça donne quelque chose à Pierre Poilievre d'avoir Éric Duhem sur ses rangs? Je pense que non. Est-ce que ça donne Éric Duhem quelque chose? Oui. Probablement. C'est probablement un siège. Un siège presque sûr dans la région de Québec. Je veux dire, aux chambres des communes, mais je sais pas. Si j'étais un conseiller pour Pierre Poilievre, je dirais non. Ne touche pas à ça? Non. C'est sûr qu'Éric Duhem, et là je vais encore faire l'avocat du diable, Éric Duhem, oui c'est vrai, dans les chiffres de Léger, il est perçu négativement par une grande fraction de la population, je pense que c'était 60%, mais il a quand même une bonne base. Et surtout si on n'isole pas à la grandeur du Québec, mais dans la région de Québec seulement, c'est une autre histoire. Le PCQ a terminé 2e aux élections québécoises en octobre 2022. Et donc, il a ses fans. Et si Pierre Poilievre veut avoir Éric Duhem dans son équipe au Québec, on pourrait dire, oui, mais ça va aliéner une partie de l'électorat, mais c'est une partie de l'électorat qui ne votera pas pour lui de toute façon. Alors, je sais pas. Je sais pas. Et surtout, si Éric Duhem s'en va au fédéral, il pourrait très bien que le PCQ se désintègre. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres figures connues. Le PCQ, sans Éric Duhem, c'était 1 ou 2 % dans les sondages. C'était moins de 2 % aux élections de 2018. Il y aurait une désertion de bien des électeurs, je crois, sans Éric Duhem. Et on a déjà vu aussi des problèmes internes au Parti conservateur ces derniers mois. Donc, peut-être si c'est juste une question de l'avenir pour Éric Duhem, peut-être il veut aller quelque part d'autre. Parce que c'est trop de problèmes pour lui chez le parti qu'il mène. Je dois dire cependant, si vous avez commandé ce sondage et que vous écoutez ce balado, contactez-moi en toute confidentialité. J'ai juste quelques questions. Je ne dévoilerai pas votre identité, mais c'est vraiment, vraiment étrange comme sondage. Mais bon. Justement, par rapport au coût des sondages, on a une question de un membre sur Discord. Bonjour, hi. Quel nom d'ailleurs? Qui demande combien coûte un sondage au Québec approximativement? Pas besoin de divulguer de l'information confidentielle, ce que je ne ferai pas bien sûr, mais combien de zéros dois-je avoir à mon compte de chèque pour récolter 1000 réponses selon les règles Philippe, de l'art? T'as déjà commandé des sondages, donc je sais que t'es un millionnaire, probablement. Parce pas beaucoup de zéros après. OK, voici ce que je vais répondre. Parce que bien sûr, lorsque je commande un sondage, c'est dans le but de lui donner énormément de visibilité, le plus possible, et souvent dans les deux langues. Et donc, c'est une entente qu'on fait avec un sondeur pour dire j'aimerais poser telle question à telle fraction de la population, et ensuite, moi, je vais en parler dans Politico, dans l'actualité, sur mon blog, sur les réseaux sociaux, je vais à la télévision, à la radio pour en parler. Et donc, généralement, il y a, je ne vais pas dire des rabais, mais le coût est moins élevé lorsque c'est fait pour un média. Cependant, pour un client privé qui va utiliser l'information pour lui-même, je ne peux pas dire de prix exact parce que ça dépend des sondeurs, mais c'est plusieurs milliers de dollars. Par exemple, je sais qu'un sondage téléphonique avec des agents téléphoniques, vraiment en direct, 1000 répondants peut coûter entre 10 et 15 000 dollars. Pour les sondages IVR, donc ça, c'est des appels automatisés, c'est un peu plus bas, bien sûr, parce qu'on n'a pas besoin d'engager des centres d'appel pour faire ça. Mais il reste que c'est quand même plusieurs milliers de dollars. Et si c'est un sondage Internet avec Léger, bien là, bien sûr, Léger, c'est maintenant un géant des sondages. Et donc, tout dépend de ce que tu peux négocier, mais c'est quand même assez dispendieux. Et c'est d'ailleurs pour ça que il y a moins de sondages qui sont publiés dans les médias. Parce que les médias n'ont plus d'argent. Les grands médias n'ont plus d'argent. Ils ne peuvent plus dépenser 10 000 $ pour un sondage. La plupart des sondages qu'on voit dans les médias sont faits gratuitement. Oui, ce sont des échanges publicitaires, finalement.
Oui, c'est ça, exactement. Mais on sait aussi que quand le gouvernement commande un sondage et peut-être un focus group, des choses comme ça coûte cher. Parce que c'est nécessaire de publier le coût des sondages qui sont commandés par le gouvernement. Et des fois, c'est les centaines de milliers de dollars. Oui. Oh, oui. Donc, ça peut coûter beaucoup d'argent de faire un sondage de qualité avec plusieurs rondes de sondage, peut-être parler à des gens dans quelques centres urbains en personne. Ouais. Ça coûte cher. Mais de faire juste un sondage d'1-2 jours par téléphone, ouais, comme tu as dit, c'est quelques milliers de dollars. Je me souviens d'un des premiers sondages qu'on m'avait coulé. C'était un sondage municipal de Projet Montréal, et ça, c'était avant la victoire de Valérie Plante. Et je me souviens, j'avais le sondage dans les mains, et c'était, de mémoire, je dirais une 50aine de pages. Il y avait toutes sortes de questions approfondies, très granulaires, très, très précis, avec plusieurs... Des fois, on veut poser la même question de façon différente pour voir comment les répondants réagissent. Et on m'avait dit que c'est un sondage qui avait coûté plus de 25 000 parce que c'était justement très long et détaillé. Et donc, bien sûr, les sondeurs veulent faire un profit. Ce sont des entreprises, n'est-ce pas? Et donc voilà. Donc, c'est pour ça que c'est pas une réponse simple. Je n'ai pas de prix exact à donner. Ça dépend de ce que tu peux négocier. Mais à moins que tu sois le Toronto Star ou le Globe and Mail et que tu peux avoir des sondages presque gratuitement, parce que tu vas donner beaucoup de exposure, excuse-moi, beaucoup de visibilité aux sondeurs, tu vas devoir payer. Donc, mais bon. Bonne question, merci beaucoup. Bonjour, hi. Je pense que c'est le moment pour le quiz. Mon cher Eric, c'est l'heure du quiz et cette fois-ci, c'est moi qui va te quizer. J'explore d'autres formats de quiz dernièrement. On a eu des suggestions de nos membres, d'ailleurs, sur Internet. Et j'ai trouvé un format de quiz quand même assez simple et à la fois intéressant. Dans certains quiz que je t'avais présentés, je te disais simplement « Ah, en 2008, qui a gagné la circonscription de Charlevoix? » Et tu devais me le dire. Alors là, je voulais faire quelque chose qui ressemble à ça, mais qui va être un peu plus drôle, je pense. Nous allons nous concentrer sur une élection qui a marqué les esprits pendant très longtemps. C'est l'élection québécoise de 2012. Donc, la victoire de Pauline Marois, de justesse, on doit dire, sur les libéraux de Jean Charest. C'est la fin de l'ère Charest, la première élection pour la CAQ, qui avait quand même bien performé pour sa première élection. Alors, ce que je vais faire ici, on a 8 rondes. Je vais te nommer 3 circonscriptions. Une a été gagnée par les libéraux, une a été gagnée par le PQ, et une a été gagnée par la CAQ. Et tu dois me dire lequel est lequel. Et tu dois avoir raison sur les 3 pour avoir le point. Il y a 8 rondes. Pour l'emporter, tu dois au moins en avoir 6. OK. Ça va? Est-ce que tu es prêt? Oui, ça va. OK. Je suis prêt. Alors, allons-y. L'élection québécoise de 2012. Je te nomme 3 circonscriptions. Sainte-Rose, à Laval. Vimont, aussi à Laval. Et Blainville, juste au nord de Laval. 3 circonscriptions, une aux libéraux, une au Parti québécois et une à la CAQ. Je t'écoute. OK. Bon. Le Parti québécois a gagné un gouvernement minoritaire. C'est exact. Avec une cinquantaine de sièges, 54? 54. Contre 50 pour les libéraux. Et on peut faire le calcul, je pense que c'était 19 pour la CAQ et 2 pour le Québec solidaire. Lequel entre ces 3-là était pour la CAQ? Je pense que c'est là il faut commencer. La CAQ à Laval. Je pense que non. Donc... Vimont, Sainte-Rose et Blainville. OK. Je pense que je vais donner la Blainville à la CAQ. Il n'y avait pas un transfuge du Parti québécois à Blainville? Peut-être c'était dans un autre comté. Mais je pense que je veux dire que c'était Blainville pour la CAQ, Vimont pour les libéraux et Sainte-Rose pour le Parti québécois.
Et c'est exact, tu as un point, mon Hey! cher. Bravo. Ouh. C'est un très bon départ. Je pense qu'on est en affaires ici. OK, parfait. OK. Un petit peu, j'ai perdu ma Est-ce feuille. est-ce que je vais c'était un retrouver ça. transfuge à Blainville? Est-ce que c'était à Sanguinet ou Deux-Montagnes? Attends un petit C'était... peu. oh, En je me fait, souviens pas de le nom. Sainte-Rose, c'était... Bouge pas un petit peu, je vais juste retirer ça. Donc, à Sainte-Rose, non, c'était Suzanne Proulx du Parti québécois. Blainville, Daniel Raté. Ah, Ouais, Daniel c'est Raté, lui. c'est pas un ancien péquiste, ça? Ouais, je pense que c'est ça. OK. Absolument. Et c'était Gilles Ouimet dans... pas Fabre, j'ai dit Vimont. C'était Jean Roussel dans Vimont. Donc, tu as le premier point pour la ronde numéro 1. OK. Bravo. OK, ronde numéro 2. Tu es prêt? Ouais. Drummond, Boisfranc, Johnson et Richemont. Comme tu peux voir, on s'en va au centre du Québec et une partie de l'Estrie. Donc, Richemont, Johnson et Drummond, Boisfranc. Bon, ils sont des sièges qui sont assez similaires aussi, hein? J'ai fait exprès, bien sûr. Oui, je sais. OK. Encore là, je vais commencer avec la CAQ parce que Drummond, Boisfranc, Johnson. Oh. Johnson, je pense que c'était un siège qui était péquiste. Donc, je pense que Johnson était péquiste. Richemont. Oh. Je pense que je vais dans. C'est la CAQ à Drummond et les libéraux à Richemont. Et Johnson au Parti québécois. C'est ça? Et Johnson au Parti québécois, oui. Et tu as entièrement raison, mon cher Hey! Drummond, Boisfranc, Sébastien Schneeberger, qui est d'ailleurs encore là pour la CAQ. Johnson avait été remporté par un certain Yves-François Blanchet. Et Richemont avait été gagné par Karine Vallière, qui était la fille de M. Vallière, qui avait été là très longtemps pendant l'ère Charest. Oui, je me suis... Mais oui, le Parti québécois dans le centre du Québec, ça aussi, on n'a pas vu ça depuis quelques années. En fait, c'est la dernière fois. OK, ben tu es très bien parti. 2 points sur 2. OK, allons-y maintenant. Ronde numéro 3. Nous allons en Mauricie et à la limite de Mauricie et de la région de la Capitale-Nationale. Trois-Rivières, Port-Neuf et Champlain. Qui a gagné ça en 2012? Un au PQ, un au PLQ et une à la CAQ. OK. Pour ça, je pense que Champlain, c'est le Parti québécois. Port-Neuf, plus près de Québec, je pense que ça va être la CAQ. Et Trois-Rivières, je pense que c'était les libéraux qui avaient beaucoup d'appui à cette époque-là à Trois-Rivières. Donc, je vais donner Trois-Rivières aux libéraux. Dans Champlain, Noëlla Champagne du Parti québécois. Dans Port-Neuf, Jacques Marcotte de la CAQ. Et à Trois-Rivières, Daniel Saint-Amand des libéraux. Tu as tous les points encore une fois. Mon Dieu, c'est trop facile ce quiz-là? OK. Non. non, Ronde j'aime ça. numéro 4. On s'en va dans la grande région de Québec et aussi la rive sud de Québec. OK. Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Lévis, Bellechasse. OK. Charlevoix-Côte-de-Beaupré, c'est le siège de Pauline Marois. Je pense. C'est là où elle s'est présentée pour une élection partielle, je me souviens, peut-être. Donc, OK. Donc, Charlevoix, c'est le Parti québécois. Lévis et Bellechasse. J'ai aucune idée, vraiment. Lévis, CAQ, Bellechasse, libéraux. À Lévis, c'était un certain Christian Dubé pour la CAQ. OK. Charlevoix-Côte-de-Beaupré, c'était bel et bien la nouvelle première ministre, Pauline Marois. Et Bellechasse, Dominique Vien pour les libéraux dans Bellechasse. Tu as 4 sur 4 pour l'instant. Attention, est-ce que tu pourrais avoir un score parfait? Non. Jusqu'à maintenant, c'est Faut pas très dire, bien parti. c'est comme en hockey, il ne faut pas dire que ça va être un blanchissage. En bon québécois, on va dire je vais te jinxer. OK. On s'en va maintenant. La fin de la Montérégie et le début de l'Estrie. 3 circonscriptions. Brome, Missisquoi, Granby et Iberville. Ça, je pense que c'est assez facile. Brome-Missisquoi, c'est les libéraux. Granby, je pense que c'était... qui est toujours là. C'est quoi son nom? Mais c'est la CAQ et Iberville, c'est le Parti québécois.
Iberville, Marie Bouillé du Parti québécois. Brome-Missisquoi, Pierre Paradis des libéraux. Bien, ouais, Pierre Paradis, Granby, François Bonnardel. Bonnardel, de la oui, c'est CAQ, ça. anciennement de l'ADQ. Tu as 5 sur 5 jusqu'à maintenant. OK. Impressionnant. On s'en va un peu plus à l'ouest, mon cher. Soulanges, Saint-Jérôme et Mirabel. OK. Soulanges, je pense que c'est les libéraux. C'est souvent les libéraux. Saint-Jérôme, je pense aussi c'est souvent pour... C'est un siège qui a été détenu par le Parti québécois. Et si la CAQ a gagné Blainville, probablement ils ont gagné Mirabel. Réponse officielle, réponse finale? Oui. OK. Ouais. Dans Soulanges, Lucie Charlebois des libéraux. Dans Saint-Jérôme, Jacques Duchesneau de la CAQ. Ah, Jacques Duchesneau. Et dans Mirabel, Denise Beaudoin du Parti québécois. Donc, soit inversé PQ et CAQ dans Mirabel. Et en effet, je veux dire, Mirabel... C'était le candidat maintenant, vedette, hein, Jacques Duchesneau. Exactement, il allait être le shérif. Mais, bon, ça s'est pas matérialisé, mais il a quand même gagné Saint-Jérôme. Alors, donc, OK, tu perds ce point-là, mais tu as déjà 5, il reste 2 rondes, alors il t'en manque juste 1 pour officialiser ta victoire. On retourne ensemble dans la région combinée de la Mauricie et du centre du Québec. Donc, allons-y. Un petit peu, je vais juste... j'ai perdu... Je sais qu'on va pas avoir des sièges à Montréal. Ben ouais. La CAQ n'a pas gagné un siège à Montréal. Et le PQ n'a pas très bien fait non plus. OK. Donc, Nicolet, Bécancour, Berthier et Masquinongé. À l'époque, je pense que les libéraux étaient forts en Mauricie. Donc, Masquinongé, c'est les libéraux. Berthier et Nicolas Bécancour. Nicolas Yamaska ou Bécancour? Bécancour. Yamaska? Nicolet Bécancour. Bécancour. Oh, ça, c'est difficile. Est-ce que Éric va trébucher à la ligne d'arrivée? Ah, oui. Parce que Nicolas Bécancour, au moins au niveau fédéral, c'était un des 4 sièges du Bloc en 2011. Donc, est-ce que ça restait avec le Parti québécois? Je pense que je vais dire oui. Donc, Nicolet au PQ et Berthier au CAQ, à la CAQ. Masquinongé, Jean-Paul Diamant pour les libéraux. Ouais. Berthier, André Villeneuve du Parti québécois. Et Nicolet Bécancour, Donald Martel de la CAQ. Et pourquoi Nicolet Bécancour? Parce que c'était le siège, c'était l'ancien siège de Jean-Martin Hossan de Option nationale qui avait ramassé 26% du vote. Donc, bien sûr, il avait divisé le vote avec le Parti québécois. C'est ça. Alors, non, tu as encore inversé le PQ et la CAQ. C'est comme si ces deux partis-là avaient des vases communicants. C'est étrange, hein? Alors, même en 2012, ouais. Mon cher Éric, nous sommes à la dernière ronde, tu as 5 points. Tu as besoin de celle-là pour gagner le quiz. Ouf. Okay. Et je ne pense pas nécessairement que ça va être très facile. Donc, allons-y. On mixe un peu les régions, mais on est quand même dans l'est du Québec ici. Tu es prêt? Oui. Beauce-Sud, Beauce-Nord et Saint-François. Saint-François en Estrie. Ceux qui non seulement l'audio, vous pouvez maintenant voir la vidéo sur YouTube. Ouais. Vous voyez que c'est très, très douloureux présentement pour Éric. Il sourit, mais c'est... Ouais, OK. Je pense que Saint-François, c'est le Parti québécois, parce que je pense que c'était Régent Hébert, qui était le ministre de la Santé à l'époque. Mais Beauce-Sud et Beauce-Nord, les deux Beauce, lequel était aux libéraux, lequel était aux CAQ? Une des deux était probablement Robert Duthil. Pour la victoire? Je pense que lui était au Beauce-Nord. Beauce-Sud, libéraux, Beauce-Nord, caquistes.
Saint-François, c'était bel et bien Régent Hébert du Parti québécois. Beauce-Nord, c'était André Spénard de la CAQ. Et Beauce-Sud, Robert Dutil des Libéraux. Mon cher Éric, tu remportes le quiz. Félicitations. De justesse. Il a 5 questions consécutives. Il s'en va vers une victoire facile, mais il fait comme les Maple Leafs. Il s'enferme juste avant la ligne d'arrivée. Mais contrairement aux Maple Leafs, tu remportes le match ultime. Alors, félicitations, Éric. Ça avait l'air difficile, ça. Oui, c'était difficile. Et c'est toujours les Beauce. Une des quiz que j'ai fait avec toi, c'était les Beauce, et toi, t'as fait une erreur et t'as perdu le quiz parce que c'était à cause de la Beauce. Bon, ouf. Voilà, c'est fait. Bravo, Éric. Tu as remporté. Soulagé. Merci beaucoup. Chiffre de la semaine, Éric. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Ben moi, je vais aller en premier parce que t'as déjà dit mon chiffre. C'était 955. C'était le nombre de jours qui nous restent avant les prochaines élections au Québec. Sauf, c'était pour dire que pour la CAQ, c'est un long temps d'être un gouvernement qui est en difficulté, mais aussi c'est un long temps pour le Parti québécois qui mène dans les sondages. C'est difficile de soutenir quelque chose comme ça pour presque 3 ans. Donc, exact. 955 jours avant les prochaines élections au Québec. Avais-tu sérieusement regardé le nombre de jours avant les élections, avant le balado? Wow, OK. Moi aussi. Fait qu'il faut que j'avais fait ça, puis on s'en était pas parlé. Alors, wow, nous sommes des nerds. Mon chiffre de la semaine, c'était 25. Les chiffres sont derrière un mur de paiement, mais je vais me permettre ici de juste donner une petite information. 25%, c'était les appuis aux libéraux et au Bloc québécois dans la dernière mise à jour de Nanos Research au Québec. On fait toujours attention avec le sous-échantillon parce qu'on parle de peut-être 230 ou 240 personnes, alors il y a une grosse incertitude et de semaine en semaine, ces chiffres-là fluctuent. Néanmoins, c'est quand même bas. Et les conservateurs étaient au même niveau. Donc, on avait une triple égalité ici. Est-ce que ça va se replacer? Bien, si on regarde le dernier sondage léger au Québec et le sondage précédent de Abacus Data, les deux mesuraient les conservateurs à 24% dans la province. Alors, peut-être qu'il y a une légère montée et il va falloir surveiller ça au cours des prochains jours et prochaines semaines. Ça va être difficile de projeter les sièges si les 3 partis sont à 25%. Un vrai bordel, en effet. Un vrai bordel. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas quand c'est facile que c'est plaisant, n'est-ce pas? C'est pas à cause que c'est difficile qu'il faut s'arrêter. Merci beaucoup, Éric. Merci beaucoup, tout le monde. Philippe. Encore une fois, si vous voulez vous abonner au balado, nous vous invitons www.leschiffres.ca. Et en étant membre, vous pouvez participer à la discussion et vous pouvez aussi avoir un accès hâtif au balado et obtenir tous nos balados boni. On fait des balados boni occasionnels et donc vous pouvez obtenir tout notre contenu et bien sûr nous appuyer dans notre travail. Éric et moi adorons faire ce balado et nous aimerions bien sûr continuer. Nous avons besoin de votre appui, de votre support. Donc, bonne semaine tout le monde. Éric, merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine, Philippe. Merci beaucoup.